Vous comprenez? Je veux préciser que ce sont des images amateurs. Maurice Gaba et son équipe vont nous revenir avec des images beaucoup plus nettes. C'était en tout cas pour nous faire vivre, je dirais, ce scrutin du 12 avril. Le chef de l'État, Patrice Talon, qui était à l'EPP Charles Guillot de Cotonou pour accomplir son devoir civique. On a vu sur les images le protocole du chef de l'État, le porte-parole du gouvernement également, sans oublier le fils du président Lionel Talon, le président de la République lui-même et bien d'autres, sans oublier la curiosité de ces populations qui sont installées aux abords. On aura, comme je l'ai dit, un compte rendu beaucoup plus net, aussi bien dans cette édition que dans le reste de nos éditions de la mi-journée. On revient en plateau. On évoquait tout à l'heure cette question de la mobilisation et cette question de taux de participation. Au-delà de ce développement que faisait tout à l'heure Georges Ochéré, on sait qu'en matière de loi, il n'y a pas, en tout cas, un seuil qu'il faut franchir avant que l'élection ne soit validée. Néanmoins, on a noté des acteurs politiques qui se sont évertués, surtout durant cette période de campagne, n'est-ce pas, à parler du taux de participation, à inviter à la mobilisation. Comment on justifie ça quand on sait que le législateur n'a pas mis le curseur sur ce détail? C'est vrai que dans aucun pays, bon, il y a aucun seuil qui est fixé, mais quand il y a un fort taux même chez les pays, au niveau des pays anglophones. Non, au niveau international, aucun taux. Je parle sous le contrôle de mon... Oui. Mais c'est fait exprès. Pourquoi le législateur n'a pas mis l'accent sur ça? Parce qu'on se dit que la désaffection en ce qui concerne les questions électorales, n'est-ce pas, ce n'est pas seulement qu'au Bénin, dans la sous-région et même ailleurs, n'est-ce pas, il y a ça. Pourquoi on n'a pas pensé à ça? C'est stratégique. Que c'est libre. On n'oblige personne à aller voter. Il y a des pays dans lesquels le vote constitue une obligation et une condition pour des formalités administratives. Mais dans la plupart des pays, le vote est libre. Donc, et c'est ceux qui veulent qui sortent de chez eux pour aller faire ce devoir politique. Hein? Donc, dans notre cas ici, le vote est libre. En Afrique de l'Ouest, c'est libre. Mais le problème, c'est que il faut que celui qui soit élu ait une majorité confortable, qui se sente à l'aise et qu'on ait la perception de la qualité de son vote aussi a un effet. Parce que si vous c'est 10%, c'est un taux de 10% et que tu as 5%, ça veut dire que 90% de la population n'est pas intéressée à ton vote, donc n'est pas associée. Donc ça met mal à l'aise. Donc un taux de vote élevé rend l'élu confortable, ça crée une certaine légitimité et il se sent plus soutenu par une base. Et les analystes peuvent dire dans leur analyse que il y a une adhésion à son programme, une forte adhésion et à son programme. Mais si le taux est faible, vous voyez l'idée que ça donne. Et on se dit, bon, ben, les gens ne sont pas concernés, ou il n'a pas pu convaincre les gens pour sortir, ou la plupart des candidats ne répondent pas aux critères même des électeurs. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis. Mais donc voilà certaines analyses. Vous semblez condamner un peu les partis politiques sur la question de la mobilisation, sur du taux de participation. À quel niveau les partis politiques ont concrètement échoué selon vous? Vous ne verrez vraiment les partis en action que quand la période électorale est là. Ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être une affaire de tous les jours. Être avec, débattre. Aujourd'hui, la difficulté entre le Bénin et le Niger, les partis, il y a peut-être des salles quelque part qui peuvent générer des idées géniales pour aller pour régler cette question. Et je voudrais insister également sur quelque chose. Le plus grand problème du président Wada ici, il est élu, c'est comment gérer la majorité héritée, qui a ses habitudes.
le charisme et le leadership de Patrice Talon ne seront pas forcément ceux de Wadaï. Il faut pouvoir gérer cette majorité qui comporte des gens qui avaient des ambitions présidentielles, mais qu'on a tués dans l'œuf. Donc, c'est des réalités. Il doit avoir toute la dextérité qu'il faut pour gérer ça et progressivement construire sa propre majorité en se donnant une certaine légitimité populaire. Il ne doit pas s'asseoir au bureau. Il doit beaucoup bouger, aller au contact des populations. Il ne suffit pas de dire les élections sont finies, je conçois au bureau, je mets en œuvre. D'accord. Je viens vous, monsieur Francis Oké. Quel regard, je dirais, la sous-région porte? Parce que vous êtes, comme je l'ai précisé tout à l'heure, un observateur. Vous avez fait beaucoup de pays de la sous-région, toujours pour les questions électorales, les élections et autres. L'expérience du Bénin, comment c'est vu à l'extérieur, en tout cas dans la sous-région? Je peux d'entrée de jeu vous dire que l'expérience du Bénin, les gens regardent ça avec appréciation. Ça, je le dis sans... Il n'y a pas une certaine méfiance, il n'y a pas... Il n'y a pas de méfiance. J'ai 10 pays qui sont là, ils préfèrent aller à pied d'un endroit à l'autre, de Novotel. D'accord. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui les rassurent. Ils se disent, c'est un pays calme, les gens circulent et l'environnement est sain, contrairement à chez eux. Et la première chose qui les rassure, qui s'inquiète, mais comment nous avons pu assainir les finances publiques? Parce que ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très difficile à assumer dans les pays africains. Et donc, je leur dis, ici, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de taxes que vous ne payez plus de main à main. Il y a le cash, donc la digitalisation, très important. Ça a été très important. Donc, ça fait qu'ils sont en train de découvrir, même des Angolais. Je dis, mais votre pays a du pétrole, vous êtes riche et tout ça. Il dit, oui, nous avons du pétrole, mais vous avez pu exploiter votre richesse, l'agriculture, et c'est mieux que nous. Je les ai amenés à Ouida. Je les ai amenés, ils ont circulé dans Cotonou. Donc, ils se demandent comment nous avons fait. Donc, il y a l'assainissement des finances publiques. D'accord. Maintenant, côté des réformes, il n'y a pas ces réformes-là, c'est possible. Il y a les réformes. Les réformes, il faut avoir l'audace de les faire. Le courage de les faire. Vous n'allez pas me dire que dans notre pays, depuis 90, les gens n'ont pas pu faire des réformes. Mais il faut avoir la capacité. Vous pensez qu'il y a eu cette fois-ci un peu plus d'audace? Il y a plus d'audace. Vous croyez que c'est pour rien que le président Soglo s'assoit au meeting? D'accord. Parce qu'il avait ces réformes-là en tête. Moi, j'étais tout jeune, mais je le comprends aujourd'hui. S'il va s'asseoir, c'est parce qu'il avait ces réformes. Mais la carapace lui a manqué parce qu'il ne maîtrisait pas la classe politique. La même classe politique qu'il a emmenée, c'est cette même classe politique qui en 96 elle a fait descendre. D'accord. Alors, le processus électoral, toujours pour cette élection d'aujourd'hui, ça ressemble à s'y méprendre, n'est-ce pas, à un second tour, puisque d'ordinaire, en tout cas depuis 90, c'est au second tour qu'on a à peine, je dirais, 2 candidats. Cette fois-ci, c'est vrai, il s'agit de deux duos de candidats. Comment vous interprétez cela? Je n'ai pas de don de prédiction. Je ne peux pas dire s'il va passer d'un coup ou s'il y aura un second tour. Même s'il y aura un second tour, c'est les mêmes qui vont s'affronter. En fait, c'est le schéma. En fait, le schéma réfléchit un peu. Oui, le schéma à ce premier tour, on a seulement 2 candidats. On sait que dans l'histoire, en tout cas, quand on consulte un peu l'histoire, c'est au second tour qu'on a souvent seulement 2 candidats. Cette fois-ci, c'est déjà au premier tour qu'on en a 2. Ça vous inspire quoi comme commentaire? Ce qui nous amène à dire, selon de fortes probabilités voisines de la certitude, il peut ne pas avoir un second tour. C'est ça. Et que le rapport de force entre les deux, si ça balance en faveur de quelqu'un, ça doit être à un score confortable pour éviter un second tour. Enfin, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et je pense que c'est pas évident qu'il y ait un second tour. Maintenant, entre les adhésions que j'allais appeler de politesse, de civilité, et les adhésions de conviction, seuls les chiffres au soir de cette journée nous permettront de les apprécier. Si c'est des adhésions de conviction, il n'y a pas de raison que celui qui va récolter
le scrutin, celui qui va remporter le scrutin, ne soit pas celui qui a fait l'objet d'une mobilisation massive. C'est-à-dire, vous trouvez que cette adhésion, si elle est concrétisée, matérialisée dans les urnes, ça pourrait influencer les choses. Alors, il y a que dans le lot des observateurs, vous parlez au moins de 10 pays et autres, certainement qu'il y a eu de commentaires autour de, je dirais, ce premier coup d'essai, en tout cas ce premier essai, ce premier tour, où on n'a que 2 candidats. C'est sûr qu'il y a eu de commentaires autour. Comment vous pouvez nous résumer tout cela? Oui, il y a eu des commentaires autour, parce qu'ils se disent, mais comment se fait-il qu'il n'y a que 2 candidats au premier tour? Oui. Bon, donc on leur a expliqué tout le processus qui a conduit à ça. Parce qu'on a fait venir un professeur de droit constitutionnel qui a expliqué tout le processus qui a conduit, les conditions de parrainage, les conditions de pourcentage qu'il fallait avoir, et que le parti le plus important de l'opposition n'a pas pu réunir, et qui a fait que nous nous sommes retrouvés avec l'opposition modérée et l'opposition chose. Mais maintenant, ce qui les inquiète, quand vous leur expliquez que ceux qui étaient de l'opposition catégorique, l'opposition pure et dure, que certains des dirigeants sont avec le candidat de la mouvance, et c'est là qu'ils se demandent, mais comment ça se fait? Et il fallait leur expliquer que c'est notre sociologie, et voilà, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'ils aient tiré à boulet, tiré sur le processus en cours, et que le candidat, celui qui représente ce processus en cours, les réformes qu'il combattait, et qu'aujourd'hui, il soit avec lui, et on leur a expliqué, nous qui sommes béninois, que c'est ça la particularité du Bénin. D'accord. Pour vous qui êtes expert électoral, Georges Ochéré, pensez-vous, parce que souvent on a dit du Bénin qu'il a été berceau de beaucoup de choses, berceau de la démocratie, un certain nombre d'éléments également. Est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, que cette réalité d'aujourd'hui au Bénin pourrait faire école dans la sous-région et pourquoi pas au-delà? D'abord, si vous prenez le citoyen lambda, lui n'a aucun problème avec son collègue et son confrère. Non, lui n'a aucun problème. Lui, par rapport à ce que les réseaux sociaux racontent, est alimenté par les acteurs politiques et sa propre conviction. Il n'est plus question d'aller à l'affrontement avec quelqu'un. Lui, il va s'exprimer aujourd'hui. Et soit il ne va pas voter, soit il va voter, il vote en toute connaissance de cause. Ça, c'est évident. Le président Talon, comme moi je veux lire qui vous inquiète là, je lis ça comme une stratégie de renouvellement de la classe politique qui ne dit pas son nom. D'accord. Il a engagé de façon habile une stratégie de renouvellement de la classe politique. C'est-à-dire qu'à terme, tous les vieux ténors de la classe politique seront obligés d'aller s'asseoir, ils vont disparaître. Je crois que ceux d'entre eux qu'on peut encore récupérer vont se retrouver au Sénat. Et la tâche revient à M. Wadaï de faire en sorte qu'il y ait émergence d'une nouvelle classe politique avec de nouvelles valeurs. D'accord. Que la politique, tu as voix au chapitre, tu te construis une rente de position, tu en profites, tu t'en fous du pays. D'accord. Il faut plus que ça. Alors, vous allez poursuivre tout à l'heure. On ira au-delà de nos frontières puisqu'on a de ces concitoyens, n'est-ce pas, qui sont dans l'Hexagone. On va voir donc comment les Béninois de la diaspora, n'est-ce pas, vivent à leur manière ce scrutin et comment eux aussi ils procèdent au vote. On est en direct depuis Paris avec Dacosta, n'est-ce pas, Monsieur Dacosta, qui est le président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Monsieur Dacosta, bonjour. D'accord. Allez, le son n'est pas encore net, mais les choses vont s'améliorer au fur et à mesure qu'on évolue. Dites-nous précisément où est-ce que vous vous trouvez et qu'est-ce qui s'y passe? Je me trouve à la salle Barbara à Saint-Ouen, là où les Béninois de la diaspora de l'Europe viennent voter, avec ici 16 postes de vote. D'accord. Comment les choses se passent de façon ramassée? Les choses se passent très très bien. Il y a déjà des compatriotes de la Belgique qui sont venus voter, des compatriotes d'Allemagne qui sont venus voter et des compatriotes qui viennent aussi de partout en France, notamment Lyon, Lille, etc.
Alors, Et je comment vous dis qu'il y a de l'engouement, il y a de l'affluence. D'accord. Alors, comment les concitoyens, n'est-ce pas, de la diaspora vivent ce scrutin au-delà de leur milieu là-bas? Comment ils vivent le scrutin même ici au Bénin? Et je vous dis qu'ils le vivent avec émerveillement. Ils trouvent que les conditions ont été simplifiées. Oui. Ils trouvent qu'on nous a bien facilité. Nous avons des primo-votants, mais également des seniors votants. Il y a un engouement certain dans cet événement ici aujourd'hui en France. Et je peux vous dire que c'est historique. Il n'y a pas de précédent. D'accord. Alors, comment on explique, je dirais, cet engouement dont vous parlez? Qu'est-ce qui a concrètement appâté les concitoyens de la diaspora pour s'intéresser vraiment à la chose politique aujourd'hui, 12 avril? Alors, le premier élément, c'est déjà le fait qu'on nous ait facilité nos inscriptions sur les listes électorales. Il y a même des Béninois qui se sont surpris à se retrouver sur une liste électorale. Rappelez-vous, quand on disait élection, c'est un mois avant que l'équipe de la LEPI se déplaçait et essayait difficilement d'inscrire quelques centaines de Béninois. Aujourd'hui, le fait qu'on ait mis en place ce système de l'ALIP, où nous nous enrôlons avec un numéro d'identification personnelle définitif, a fait que des gens qui ne savaient même pas qu'ils étaient inscrits se sont retrouvés inscrits. Et c'est ça qui a été donc le premier élément déclencheur pour permettre aux gens de venir voter. Premièrement. Deuxièmement, il y a les 10 ans qui se sont passés, qui chaque jour, ces 10 ans ont apporté à nos concitoyens de la fierté, le fait d'apprécier les changements qui se sont opérés et de voir également comment cette succession, cette alternance est en train de se produire avec de passer de 26 candidats à aujourd'hui 2 candidats, un choix facile. Comme on dit, choisir entre la calebasse et la porcelaine, le choix est très simple à faire. C'est pour ça, tout ça l'a réuni, qui fait qu'aujourd'hui, il y a de l'engouement ici. D'accord. Alors, le vote dure 9 heures. Est-ce que c'est la même chose à votre niveau et à quel moment le bureau de vote où vous vous trouvez va clôturer? Oui, je pense que 7 plus de 7h à 16h, ça fait bien 9h. Et ça se passe très très bien. Et il y a du monde, il y a de l'affluence. Je crois que tout à l'heure, ceux qui nous cadrent, s'ils font donc un tour de la salle, vous allez voir, il y a énormément de compatriotes qui sont en train de se déplacer pour voter. Regardez derrière moi, ça circule. Ça marche très très bien. On voit un peu. Monsieur Romain, d'accord. Et c'est une fierté. C'est une fierté pour nous. Je tiens à dire que ça aussi, c'est grâce à la mobilisation que les associations ont mise en place. De tous les côtés. Les associations se sont impliquées pour sensibiliser. Les partis politiques aussi ont envoyé leurs représentants qui ont monté des groupes pour sensibiliser pour ces élections. On a sensibilisé pour voter pour un candidat ou un autre, mais on a également sensibilisé pour qu'il y ait une participation massive. C'est tout ça qui a fait sortir les compatriotes aujourd'hui. Monsieur Romain Dacosta, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'accord. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes contents d'être connectés avec vous depuis ici. Et de temps en temps, faites-nous appel. Nous serons là toujours prêts à vous répondre. D'accord, ça fait plaisir d'avoir les échos donc, de l'Hexagone avec nos concitoyens de l'autre côté. On dit qu'un homme cache parfois une femme. On va vous permettre, n'est-ce pas, de donner cette fois-ci de la visibilité à une femme, Madame Nyambode Martine, qui est donc la coordonnatrice de l'Union progressiste, le Renouveau, et donc Madame Djimadia Boris, Monsieur Djimadia Boris plutôt, coordonnateur du bloc républicain en France. On va les suivre successivement, donc juste après Monsieur Romain Dacosta, si tout va bien au niveau de la régie coordonnée par Boris, par Augustin Bidécon, Achille Nyakadia, Francis Koko et Alfred Sow. Allez, je me mets là. Madame Martine Nyambode, bonjour. Martine Nyambode, bonjour. Bonjour. Alors, où vous vous trouvez actuellement? Vous êtes à côté de Monsieur Romain Dacosta, c'est ça? Sinon, comment les choses se passent là où vous vous trouvez? Ben, je suis à côté de beaucoup de gens, beaucoup de Béninois. Il n'y a pas que Romain Dacosta. Il y a des groupes, il y a des représentants de partis politiques, il y a des représentants d'associations. On est nombreux et on est à Saint-Ouen et ça se passe très bien. D'accord. Alors, le scrutin, comment ça se déroule dans la pratique? Est-ce qu'il y a vraiment de la mobilisation?
Écoutez, on ne peut pas espérer mieux. Là, moi, j'étais là depuis 8 heures. Depuis 7 heures, ça a commencé. Et là, on commence à être dans une heure de pointe. Parce que, bon, après le culte et tout ça, les gens commencent à venir. Et voilà, il y a de l'affluence, c'est bon franquette, ça rigole, ça cause. Et voilà, ça se passe très, très bien. Il est évident qu'il y a des représentants, donc... Il y a des représentants de partis, on a des représentants de BR, du P Le Renouveau, moi-même, j'en suis une. J'ai des associations comme la CNDDB, CPAG est représentée. Il y a la HCDH, Monsieur Dacosta, et son association qui passe. J'ai la marée jaune qui est là. On a beaucoup de représentants, voilà. Alors, quel est le dispositif mis en place pour les questions de transparence et tout ce qui va avec? Vous pouvez répéter votre question? Oui, je parlais de la question de la transparence. C'est évident que c'est un élément moteur, un élément non négligeable pour assurer la transparence du vote au-delà de l'engouement qu'il y a pour nos frères et sœurs béninois qui votent. Il y a tellement de projets. J'ai pu comprendre que vous voulez savoir si ça se passe avec une certaine transparence. Oui, très bien, c'est ça ma question. Voilà. Alors oui, je pense bien que oui. Il y a seulement qu'on a rencontré quelques soucis là depuis ce matin. C'est que il y a des personnes qui sont pas sur les listes. Ils ont des postes de vote qui ne sont pas ici, mais qui ont cru qu'ils sont ici. Oui. Certains ont des procurations, mais il y a quelques soucis. Soit il fallait les imprimer avant, ça ne compte pas parce que c'est dans le téléphone. Et puis, il y a surtout le vrai problème, c'est le problème de l'effectivité des noms sur les listes. C'est surtout ça. Oui. Alors, Oui, ce détail-là, comment ça. vous avez expliqué, comment ça peut se régler dans la pratique? Comment ça peut se régler dans la pratique? Oui, pour ceux qui peut-être se sont Moi, je trompés pense- de bureau de vote et autres. Oui, je pense que pour aujourd'hui, le 12 avril 2026, c'est peut-être fini. Mais si on nous projette pour dans 7 ans, eh ben, il faudrait peut-être que ce qui va résoudre définitivement le problème, c'est de mettre en place les votes électroniques, les votes qui permettent aux gens de voter depuis là où ils sont et de pouvoir participer parce que on ne peut pas participer quand on est à l'autre bout du monde et que le bureau de vote est ici et qu'on ne savait pas ou qu'on n'a pas trouvé quelqu'un pour faire une procuration. Donc c'est un peu compliqué. Il y a ces petits problèmes-là qu'il va falloir régler, faire de n'importe où il puisse assumer son devoir. Et compter, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Madame Nyambodé. C'est bien ça, Madame Nyambodé Martine. Oui, c'est moi. Merci pour cette intervention. Vous allez permettre à une autre personne de nous faire vivre les réalités autour de vous. Sans doute que chacun a sa façon de voir les choses. Nous sommes toujours dans l'Hexagone. Cette fois-ci, je crois que c'est Monsieur Aziz Adiakpe qui va intervenir. Je crois que c'est le superviseur et représentant du duo Hunkpe. Vous êtes en direct avec la régie qui nous accompagne. On voit ces images, les Béninois de la diaspora, n'est-ce pas? On voit les équipes des bureaux de vote. En tout cas, sur ces images que nous voyons, il y a l'urne sur la table pour permettre à chacun, n'est-ce pas, d'accomplir son devoir. On a signalé quelques difficultés en attendant pour certains qui se sont trompés de bureau de vote et sans doute que dans le futur, les choses vont davantage s'améliorer. Allez, on évolue avec ce que nous voyons. Bon, c'est vrai, c'est une image qui passe en boucle. On voit qui est au bout du fil. Bonjour. S'il vous plaît. Boris Dimadja, superviseur pour le compte candidat Ouadani et Talaka. D'accord. Allez, faites-nous vivre l'atmosphère en ce moment, au-delà de ce qu'on a déjà entendu par, je dirais, vos collègues et amis sur le terrain.
Alors, qu'est-ce que je peux dire? Bonjour à tout le monde, bonjour déjà aux éditeurs, téléspectateurs. Alors, Paris, ça se passe très bien, ça a commencé à l'heure. Et dans l'ensemble, tout va bien. Il y a quelques bugs, il faut reconnaître. Mais dans l'ensemble, voilà, tout se passe bien. On ne s'attendait pas, on remarque que beaucoup de Béninois sont sortis. Il y en a même qui sont venus, n'ont pas compris le principe de procuration. Il y en a plein qui ne savaient pas que les procurations, il fallait les imprimer. Donc, ils ont ça sur leur téléphone. Donc, je pense que l'ambassade aussi est en train de s'activer pour trouver des solutions pour qu'on puisse imprimer, pour que ceux qui n'ont pas pu imprimer les procurations puissent les imprimer sur place. Vous pensez que c'est faisable? Pardon, je ne vous entends pas bien. Vous pensez que c'est faisable? Non, c'est faisable, ça va se régler. Donc, ils sont en train de s'activer déjà pour régler le problème. Et on ne s'attendait pas vraiment à avoir autant de Béninois. Dites-vous, les Béninois sont sortis, mais vraiment. Il y en a qui ont quitté même la Belgique, qui sont venus de l'Allemagne venus voter. Donc vraiment, les Béninois sont sortis et ça se passe très bien. Dans l'ensemble, on ne peut que féliciter la Sénat et l'équipe qui a été envoyée en France pour assurer, et c'est également l'ambassade qui a assuré. D'accord. Merci. Alors, vous disiez tout à l'heure que ça buguait un peu au-delà des questions de procuration non imprimée et autres. Quelles sont les difficultés notées sur le terrain? Alors, il y a eu beaucoup qui ont eu des convocations, comme le disaient ceux qui ont intervenu juste avant moi. Il y a eu des gens qui ont reçu des mails en leur indiquant clairement leur centre de vote. Mais à la grande surprise, quand ils arrivent, ils ne sont pas sur la liste. Donc, il y a eu quelques... Est-ce qu'entre-temps, ils ont changé leur centre de vote? Il y a eu quand même assez de communication sur ça, où on demandait aux compatriotes d'aller vérifier leur centre de vote. Vous savez, pour la plupart, on a négligé. Vous savez comment on est. On a beaucoup négligé et donc à leur grande surprise, il y en a qui sont venus, effectivement, qui n'ont pas pu voter parce que malheureusement, ils n'étaient pas sur la liste. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Boris, merci beaucoup à vous. On va permettre, n'est-ce pas, pour des questions d'équilibre, d'avoir le représentant du parti Foscori pour un Bénin émergent, aussi dans le rang des Béninois de la diaspora, où le scrutin se déroule également. Aziz Adiakpe, qui est le superviseur et le représentant du duo Hunkpe-Huanou de l'autre côté de l'Hexagone. Monsieur Aziz Adiakpe, bonjour. Oui, bonjour à vous. Alors, comment les choses se passent? Le scrutin, on a noté, on voit les images d'ailleurs derrière vous, bulletins, urnes et autres, des concitoyens, des Béninois de l'extérieur, s'il faut les qualifier ainsi, sortis pour accomplir leur devoir civique. Quel résumé vous pouvez nous en faire, vous, représentant du parti Foscori pour un Bénin émergent? Non, les choses se passent franchement magnifiquement ici. Les choses se passent très bien. Les gens sont sortis vraiment. Pour moi, je vis en France, je connais comment ça se passe ici quand les gens votent en période électorale. Mais là, franchement, je sens vraiment un engouement pas possible. Malgré l'appel au boycott de certains de nos compatriotes, franchement, c'est magnifique. Les gens sont sortis, nombreux. D'autres même qui ne sont pas enregistrés, qui ne savaient même pas qu'ils sont enregistrés ici ou pas, sont là. Donc, vous voyez un peu l'engouement des gens. Voilà. D'accord. Alors, avez-vous noté comme quelques mal-donnes, quelques irrégularités ou maladresses dans le déroulement des choses? Oui, ça ne doit pas manquer, ça ne peut pas manquer. C'est normal, c'est humain. Donc, pour ça, moi, je ne dirais pas que c'est quelque chose de bénin, c'est pas grand-chose. D'accord. Alors, Monsieur Aziz, merci beaucoup pour cette intervention. N'est-ce pas, on va vous espérer, certainement les choses vont évoluer. S'il y a possibilité de vous revenir, on va vous revenir. Je rappelle, vous êtes Monsieur Aziz Adiakpe, vous êtes le superviseur et représentant du duo candidat Hunkpe-Huanou, n'est-ce pas, du parti Foscori pour un Bénin émergent. Merci pour cette intervention en plateau pour suivre nos discussions. On évoquait donc cette présidentielle du 12 avril avec les enjeux et défis donc de ce scrutin. Je vais vous refaire une nouvelle question, monsieur Oké. C'est toujours cette question liée donc non seulement au taux de participation, mais je voulais savoir, est-ce que ça peut faire école dans la sous-région, le dispositif électoral du Bénin aujourd'hui? Ah oui, effectivement, ça peut faire école. Il y a plusieurs membres de commission électorale qui veulent s'en inspirer déjà. Parce que, par exemple, un pays comme le Cap-Vert,
C'est le même dispositif. Quand vous êtes né, quand vous avez 18 ans, on vous vire rapidement sur le fichier électoral. Et ça marche très bien. Bon, mais quand on prend l'exemple du Cap-Vert, les gens se disent que non, c'est un petit pays, c'est pour ça les choses marchent. Mais je pense que ça marche ici, et vous voyez la diaspora. Et c'est ça qui a facilité l'engouement de la diaspora. Parce que d'habitude, quand nous avons des élections, moi, je n'ai jamais vu un engouement et la diaspora aussi satisfaite de la façon dont c'est organisé. Et il y a quelque chose qu'il faut remarquer. Et que nous, les représentants des 10 pays que nous coordonnons, ils l'ont relevé. Quand la Sénat nous a dit 3 mois avant, le budget était bouclé, ils avaient déjà le financement. Les Sénats d'avant ont toujours des difficultés de financement, jusqu'à la dernière minute. Donc, aux finances qui ont été mises en place. Ensuite, il faut qu'on commence par valoriser les héros d'Afrique ou des gens qui sont de bons exemples. Vous voyez ce qui se passe en Afrique. Et dans ce contexte, le président Talon a dit « Je passe le témoin ». Et effectivement, il a tout fait pour passer le témoin. On n'a pas besoin d'être partisan avant de reconnaître ça. Même si vous êtes contre le monsieur, il faut reconnaître ce qu'il a fait de bon. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est évident pour un chef d'État de dire « je reste ». On a vu à côté, même si les tests disent donnent un pouvoir, un mandat limité, on a vu comment les gens on a trouvé le mécanisme alors ce serait votre mot de conclusion. Je vais écouter Georges Ochéret toujours sur cette question. Il y a, je dirais, le syndrome du 3e, 4e et plusieurs mandats dans la sous-région, mais il y a Patrice Talon qui a tout fait pour se montrer quelque peu imperméable, je dirais, à cette épidémie. Ça vous dit quelque chose? Et là, ce serait votre mot de conclusion, Georges Ochéret. Moi, je le félicite pour avoir résisté à cette tentation-là. C'est l'homme. Avec lui, le problème de l'Afrique et du Bénin de l'Afrique, ce n'est plus l'alternance. Ce sont les Occidentaux qui nous ont mis ça dans la tête. Je parle sous le contrôle d'un aîné. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que le discours de la Baule du 10 juin 1990 est un leurre, où feu François Mitterrand disait il faut prendre le chemin de la démocratie à leur manière pour trouver le chemin du développement. Où il a subordonné même l'aide de la France, n'est-ce pas, aux États africains par l'instauration de la démocratie. Mais on voit aujourd'hui on peut avoir un changement dynastique de pouvoir quelque part où la France va soutenir. Donc, la France n'est pas... La France apporte même une caution morale à la limite. Donc, il faut clarifier ces choses-là. Ce que je voudrais dire pour conclure, nous Béninois, surtout la classe politique, il faut éviter d'embrouiller à l'endroit des citoyens sur les réseaux sociaux. Une information mensongère, une information... Est-ce que ce n'est pas de bonne guerre par moment? Il y a un intérêt pour les acteurs politiques à faire ces petits jeux-là. Non, la guerre n'est pas une bonne chose. D'accord, Georges Ochéret, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste, expert électoral. Merci d'être passé sur ce plateau spécial en face donc de Francis Oké avec, je dirais, une carte de visite bien chargée. Voilà, voilà, une expérience à vendre que vous avez partagée avec nous, expert électoral. N'est-ce pas, ancien chef de la division assistance de la CEDEAO, ancien représentant permanent de la CEDEAO auprès de l'Union africaine, actuel conseiller principal Afrique du Centre européen pour l'appui électoral basé à Bruxelles. Vraiment merci. Pour votre disponibilité. On va évoquer les questions de sécurité comme je l'ai annoncé tout à l'heure. On aura le colonel Didier Aronvoedo qui est ancien conseiller technique à la logistique du ministre de la Défense et ancien porte-parole des forces armées
béninoise. Avec lui, nous allons parler de la sécurité, n'est-ce pas, au plan national durant cette période électorale. Avec la régie, on va vivre un peu l'ambiance sur l'ensemble du territoire national, l'ambiance donc de cette élection du 12 avril, comment les concitoyens sont sortis voter, comment les choses évoluent dans certaines circonscriptions électorales et sur le territoire national. Bon, c'est une visite de courtoisie. Nous venons nous présenter parce que c'est la Sénat qui organise l'élection. Nous sommes venus pour observer l'élection. Donc il est naturel qu'on vienne voir la Sénat. Et nous sommes là pour nous enquérir de l'état des préparatifs où nous, la CEDEAO, pouvons venir. Les élections se sont passées législatives au mois de janvier. Fort de cela, donc la Sénat est actuellement prête. Nous allons donc voir comment les choses vont évoluer. Bien sûr, nous allons rencontrer d'autres partenaires, d'autres parties prenantes au processus pour avoir beaucoup plus d'informations. Je suis contente, très contente même, de venir remplir mon devoir de citoyenneté. Pour les millions de citoyens, je les invite à vite venir remplir leur devoir civique. Le matin, je réveille, je vais acheter mon pain à la boulangerie, je fais d'abord mon footing, je n'ai pas pu le faire. Et je suis allé acheter mon pain et puis j'ai profité pour faire accomplir mon devoir civique rapidement. Je n'ai pas eu de problème pour retrouver mon numéro de vote, tout ça là, c'est bien passé, mon très bien reçu. Vraiment, je suis très heureux à voir que les gens viennent, mais comme pas l'essentiel, mais je vois que comme c'est la matinale, ils vont venir. Mais j'exhorte les frères et sœurs qui vont nous attendre, nous voir, de sortir massivement en tant qu'un citoyen, de venir faire l'état suivi comme il le faut. On les avait convoqués déjà à 5 heures, ils sont déjà là. Et on est en train de... qui sont déjà colisés, tout ça là. Donc, d'ici 7 heures, ça va commencer de l'autre côté. La majorité a déjà retiré les uns chez nous. Donc, nous sommes appelés dehors pour que les choses se passent bien sur le terrain. Tout d'abord, on a eu le matériel à temps. Et nous devons remercier aussi la Sénat par sa diligence. Et quand on les a eu à temps, on a mis en œuvre tout ce qui est possible pour faire le colissage à temps. Donc nous, on était prêts depuis hier. Depuis samedi à midi, on a fini le polissage. Il ne restait que des petits réglages qu'on a pu faire dans l'après-midi. Voilà, aujourd'hui, on est prêt. On est prêt pour démarrer. On va démarrer vraiment à 7 heures, comme la loi le prévoit. Ça va démarrer. Depuis 2 mois, nous avons commencé à prêter tout ce qui est colis, tout ce qui est lot de matériel pour desservir chacun des postes de vote. Alors donc, sur ce site, nous avons fabriqué près de 18 650 kits à destination des postes de vote. Et toujours sur ce même site, nous avons colisé tout ce qui est liste électorale, à savoir les listes d'affichage, les listes d'émargement qui serviront pour les électeurs le jour du scrutin, tous les documents de verbalisation du scrutin. Et les matériels lourds, à savoir les urnes et les isoloirs, sont déjà répartis dans les arrondissements et sont disponibles sur le terrain. Donc à ce jour, nous sommes en train de faire le chargement et le déploiement du matériel vers l'intérieur du pays, c'est-à-dire vers les 77 communes. Et nous espérons terminer cette opération au plus tard le jeudi prochain, c'est-à-dire qu'à 2 jours du scrutin, nous aurons terminé et que chaque commune aurait été desservie, reçu son matériel et à son tour réparti avec les autres membres de poste de vote. Ce qui veut dire que
ça laisse du temps pour faire des contrôles à l'arrivée et que forcément dimanche matin, tous les postes de vote ouvriront à l'heure et dans les délais. Alors les Béninois de la diaspora, les dispositions ont été prises pour que ces Béninois puissent voter également. Et donc les délégations et les agents électoraux qui doivent aller dans ces différents pays sont en route. Certains sont déjà à l'arrivée, à destination, d'autres sont en chemin, donc sont en train de prendre leur avion et ils formeront les agents à leur arrivée. Et je crois que tout ça est en bonne synchronisation pour que vendredi, samedi, ils soient tous en place et que le scrutin puisse se dérouler normalement. Ça se passe très bien. On a démarré à 7h00. Le premier a voté à 7h00. Les gens sortent, mais pas encore ce que nous souhaitons. Nous invitons toute la population à sortir pour voter, pour exprimer leur suffrage. Et comme vous le constatez, la population est en train de sortir. C'est vrai que c'est à petite goutte, mais il y a très tôt le matin, le premier votant a voté ici à l'école centre à 7h08. À 7h08, le premier votant a voté au poste numéro 3. Il n'y a pas de problème pour le moment. Nous sommes que le début, donc nous pensons que tout le monde va accomplir son devoir civique. Ce jour est un jour vraiment décisif donc, dans le cours de l'histoire de notre pays, pour ce qui concerne donc, la démocratie. Donc, après le vote, quand j'ai exprimé mon suffrage, c'est un sentiment de joie qui m'anime, vraiment. Je pense que ça se déroule très bien. Bientôt 30 minutes après l'ouverture et nous sommes déjà à plus de 20 votants, déjà dans plus de 3 postes de vote. Du moins les postes que moi je contrôle. C'est bon déjà comme un début. Les gens vont venir tout à l'heure parce que le crieur public est déjà en train de faire son travail. Allez, retour en plateau pour évoquer, dois-je dire, l'histoire liée à ce scrutin. Franck Aounou, bonjour. Bonjour, Wahab. Allez, c'est le 8e exercice, en tout cas pour l'élection présidentielle pour les citoyens béninois depuis l'avènement du renouveau démocratique. Quand on consulte l'histoire après de 90 en tout cas à aujourd'hui, combien de fois nos concitoyens, n'est-ce pas, se sont rendus aux urnes? Pour la présidentielle, bien entendu. Pour la présidentielle, nous avons voté 7 fois déjà. Oui. C'est la 8e élection que nous organisons depuis 1990. Donc, depuis que nous avons organisé la conférence des forces vives de la nation en 35 ans. Donc, nous avons seulement 4 présidents qui ont été élus. D'abord, en 91, le président Nicéphore Dieudonné en 1996, nous avons Mathieu Kérékou qui est revenu puisqu'il était là quand Soglo est arrivé. Oui. Lui, il est revenu après Soglo en 1996 et il a été réélu en 2001. Ensuite, nous avons Boni Yayi, l'ancien président de la BOAD, fils de Tchaourou, qui a fait d'abord un premier mandat en 2006, qui fera 2 mandats jusqu'en 2016. Donc en 2016, il va quitter le pouvoir et nous aurons Patrice Talon qui est élu en 2016 et qui est réélu en 2021. Donc, côté candidat, Wahab, nous aurions battu tous les records. Hein. D'abord, en 2006, ils étaient 26 candidats. Vous vous souvenez, nous avions un gros bulletin de vote dont on se rappelle encore. Oui. En 2016, on monte à 33. C'était le record dans la sous-région. Oui. On n'avait jamais connu ça par le passé dans la sous-région ouest africaine. Mais depuis la réforme du code électoral, le système de parrainage qui est apparu, la donne a changé. Seulement 3 duos en 2021 et 2 duos validés aujourd'hui, dimanche 12 avril de l'an 2026. 3 alternances des scrutins à 1 ou 2 tours et une règle qui ne change pas, 2 mandats maximum. Et le président de la République, j'ai écouté vos invités qui l'ont évoqué, le président de la République s'est refusé de faire un 3e mandat parce que la Constitution a été encore plus rigide. Nul de sa vie ne fera
plus de 2 mandats. Donc Patrice Talon quitte le pouvoir bientôt après la passation de l'investiture du nouveau qui sera élu, dont on connaîtra le nom dans quelques jours, après 10 ans d'exercice de pouvoir. Donc le prochain président héritera d'un mandat de 7 ans, renouvelable une fois, je le disais. Et pour ce petit rappel historique, nous allons faire dans deux duos, à savoir Paul Rompé et puis Roch Rouanou et Wadaï et Chabi, 23 mai, comme en 2021, où l'investiture a eu lieu le 23 mai. Ici, on s'en tient à ce qui s'est passé déjà en 2021. D'accord. On peut dire que les choses ont évolué. Comment vous voyez, je dirais, ces différents visages que vous avez cités, ces chefs d'État et autres? Vous en avez parlé de 4, en tout cas de 90 à aujourd'hui. Il y aura renouvellement à partir de ce scrutin. Vous en faites quelle lecture très précisément? Écoutez, en 90, nous avions eu, comme aujourd'hui, un jeune président qui était venu, qui est un cadre qui a évolué à l'extérieur, qui était venu et qui avait fait le consensus lorsque nous sommes Fort Dieudonné Soglo, qui avait beaucoup d'ambition pour le pays. D'ailleurs, c'est sous lui que nous avons connu, disons, les premières transformations avec ces réformes économiques, puisqu'il s'y connaissait. Ensuite, nous avons eu Mathieu Kérékou, qu'on connaissait déjà bien, d'abord dans une facette où il était très rigide lors de la Révolution. Il a exercé son pouvoir avec une certaine rigueur, une certaine ténacité. Il est revenu et après lui, en 2006, nous avons eu le président Thomas Boni-Yayi, que vous avez bien connu. Lui, il a fait 2 mandats avec, en 2011, le chaos retentissant que vous connaissez aussi très bien. Et il a fini en 2016, il a passé le témoin à Patrice Talon, qui a fait un premier mandat en 2021 et 2016, et maintenant... Pardon, 2016 et 2021, de 2021 à 2026, qui va partir dans quelques jours. Je l'ai entendu dire d'ailleurs à Ouida qu'il est pressé de partir. Il dit qu'il va décharger qu'il va se libérer de cette charge dont on l'a chargé depuis 2016. On sent que l'homme veut retrouver sa vie de simple citoyen, avoir la possibilité d'aborder les routes, d'aller au sport, de passer dans les marchés. Il a dit plusieurs fois. Ça va être fait dans quelques semaines lorsqu'il va passer le témoin, soit à Romiad Wadaï, soit à Paul Rompé. Ça dépend de celui que les Béninois auraient choisi. D'accord. Alors, Patrice Talon qui va passer, je dirais, de statut, de manteau de président de la République à simple citoyen de la République. C'est comme ça qu'il va rester une personnalité. Voilà. Comme ancien alors, c'est comme ça qu'on a un colonel, n'est-ce pas, qui est parti d'homme en treillis, d'homme en uniforme, n'est-ce pas, qui aurait servi sur plusieurs années, je crois, 33 ans, 39 ans, voilà, de service dans l'armée, dans les forces armées béninoises, n'est-ce pas, avant, doit dire, de raccrocher, de faire valoir ses droits à la retraite, mais il se montre disponible en civil. Cette fois-ci, vous l'avez vu, il passe presque inaperçu, mais il a suffisamment de la matière à partager avec nous sur des questions de sécurité. Franck Arounou, nous sommes dans un contexte électoral. On a réussi une campagne sans violence, sans heurts et autres. C'est le mérite sans doute des différents acteurs. De toutes les façons, on va se questionner sur ces détails. Parmi ces acteurs, bien entendu, on a des éléments de force de défense et de sécurité. Colonel Didier Arombo-Edo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ancien conseiller technique à la logistique du ministre de la Défense. Vous êtes également ancien porte-parole des forces armées béninoises. Dites-nous de façon résumée, quelle lecture faites-vous de la période électorale que nous traversons, surtout sur le volet sécuritaire? C'est sur ce détail qui nous intéresse, vous qui avez porté l'uniforme et avez servi la nation plusieurs années durant. Merci, M. Ali Para. Merci, chers téléspectateurs. Je peux vous dire que l'armée doit son salut à la qualité des hommes qui l'animent. C'est ça. Pour garantir un scrutin apaisé dans le cadre des élections générales 2026, les forces de défense et de sécurité ont adopté une approche intégrée qui combine la sécurité préventive avec la coordination régionale, voire internationale, et un dialogue constant avec les populations civiles. Et si vous me permettez, je vais développer ces différentes phases. En ce qui concerne le déploiement progressif
des forces de défense, ça se passe toujours en début de campagne et non uniquement pendant le jour du vote, comme vous l'avez constaté. Ensuite, la surveillance renforcée des zones sensibles. Les zones sensibles pour nous, ce sont les frontières, ce sont également des régions et également des zones de tension politique. Enfin, toujours dans le volet sécurité préventive, nous avons la mise en place de patrouilles mixtes, police, armée, qui permettent de dissuader les populations civiles locales qui ont l'intention de poser des actes attentatoires à l'ordre public. Concernant le volet dialogue constant avec les populations civiles, les forces de défense et de sécurité ont organisé des rencontres fréquentes avec ces populations pour pouvoir instaurer un esprit ou une confiance entre eux et les forces de l'ordre qui passent de jour en jour dans les localités. Également, nous organisons une sensibilisation sur le rôle impartial de l'armée pour éviter autre perception. En ce qui concerne le volet de la coordination régionale, voire internationale, nous coordonnons avec les pays limitrophes pour prévenir éventuellement les menaces transnationales telles que la menace terroriste dans le nord de notre pays et d'autres formes de menaces que vous connaissez. Enfin, nous partageons l'information et le renseignement avec les services de sécurité des pays voisins et amis pour prévenir des risques de troubles à l'ordre public éventuellement. Et enfin, on peut également bénéficier d'un appui technique et logistique des partenaires pour renforcer les communautés locales. Enfin, le jour du scrutin, nous protégeons les acteurs électoraux, c'est-à-dire les candidats, les électeurs et également les observateurs et journalistes qui participent. D'accord. Vous allez bien nous détailler cette partie-là, surtout le jour du scrutin, puisque nous y sommes. Alors, Franck, vous notez avec le colonel Didier Aronvedo, n'est-ce pas, qu'il y a une forte implication des forces de défense et de sécurité dans tout ce qui se passe. Il passe presque inaperçu. Je parle de ces hommes en uniforme et on pense que nous sommes juste sur un terrain politique et que c'est seulement un travail des acteurs politiques. Vous voyez cette implication qui est un peu en arrière-plan, comme chez nous ici où nous avons, je dirais, des hommes de l'ombre. Absolument, absolument. Pour la petite expérience que j'ai, disons que j'ai couvert l'élection de 2016, j'étais quelque part, je crois, non, 2011 d'abord, j'étais quelque part à Djougou, j'ai officié à la radio Fraternité, et je pense que sur toutes les élections et ces événements majeurs, les forces de défense et de sécurité ont toujours joué leur rôle. Quand vous les voyez, elles ne s'impliquent pas dans l'organisation, enfin dans le déroulé des opérations, mais elles sont là pour rassurer, elles sont là pour dire attention pour des gens qui ont des velléités, par exemple de troubles, ceux qui veulent perturber le bon déroulement des opérations, et nous aurons sur leur chemin. Donc leur présence, ça dissuade et puis ça rassure, ça dissuade ceux qui sont dans l'ombre et qui veulent perturber, et puis ça rassure les populations qui viennent, qui savent que, écoutez, même si quelque chose doit se produire, les forces de l'ordre doivent intervenir. Et c'est d'autant plus visible que lorsque des individus viennent pour, disons, adopter des comportements contraires, disons, à ce qui doit se faire, vous voyez les agents électoraux qui appellent les forces de l'ordre, qui interviennent immédiatement et ils mettent celui-là de côté, parce que un moment de trouble, ça peut, disons, déranger le déroulement des opérations de vote. Donc, moi, je voudrais être d'accord avec le colonel pour reconnaître que elles jouent, les forces de défense et de sécurité jouent un rôle très important, surtout dans les zones sensibles, comme il a dit. Quand les forces de l'ordre sont présentes, on est rassuré et on va que chacun à ce qui nous a amenés dans le bureau de vote. On était dans un bureau de vote où nous n'avons pas remarqué la présence, enfin, les forces de l'ordre n'étaient pas trop proches. Et lorsque nous avons relaté cela dans un duplex, eh bien, les minutes qui ont suivi, j'ai reçu l'appel du commissaire central qui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux m'imprégner, je veux faire ci. Et après, on a redéployé. En fait, ils étaient dans un véhicule, on les redéployait dans les zones. Mais au moment précis, nous étions dans le bureau de vote. On n'a pas remarqué, on l'a dit, et immédiatement, ça a été corrigé. C'est pour dire combien de fois, lors de l'organisation d'un scrutin, les forces de défense et de sécurité sont alertées. C'est aussi ça, la coproduction, c'est-à-dire que votre travail a permis, n'est-ce pas, au commissaire d'accélérer le processus. Alors, on a écouté tout à l'heure le colonel Didier Aronvedo, n'est-ce pas, qui souligne combien il y a un travail qui se fait en amont et
aller en aval, c'est-à-dire même avant les élections, le jour de l'élection et peut-être même après, vous avez fait un développement de l'élection. Dans la pratique, comment se font les choses? La question de la sécurité, parce que des fois, on est aussi inquiété par une forte présence des forces de défense et de sécurité sur les lieux de vote. La sécurité de façon pratique, le jour du vote, comment ça se fait? Très bien. Le jour du vote, les forces de défense et de sécurité ont pour mission essentielle d'assurer la sécurisation des bureaux de vote. D'accord. Du matériel électoral et des centres de compilation des résultats au terme de la durée du scrutin. C'est ça. Ils sont souvent articulés en deux dispositifs. Des éléments présents non loin des bureaux de vote parce qu'ils ne doivent pas entrer dans le bureau de vote pour perturber ou bien influencer les électeurs. Et un autre dispositif que nous appelons des unités prépositionnées dans les commissariats d'arrondissement ou dans certaines unités militaires qui sont en mesure d'intervenir en tant que de besoin. Ces intéressés ont tous les moyens de mobilité pour agir, les moyens pour observer les règles de comportement et les règles d'engagement. Donc, sachez que c'est fait depuis 2016 au terme de la réforme du secteur de la sécurité. Cette réforme, on peut la diviser en deux grands axes. Nous avons d'abord les réformes qu'ils vous souviennent, la désaffiliation de l'ex-gendarmerie nationale et sa fusion avec l'ex-police nationale pour créer la police républicaine en 2017. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que la libre circulation des personnes et des biens est vraiment assurée par cette composante. Deuxièmement, la création au sein des forces armées béninoises de la garde nationale, une force militaire d'intervention rapide qui dispose des attributions de police intérieure en complément à la police nationale ou la police républicaine. Par ailleurs, le gouvernement a relancé les recrutements dans toutes les catégories de personnel, que ce soit militaire du rang, sous-officiers et officiers. Et ce recrutement se fait sur la base des compétences ou aptitudes et parfois également sur titre, afin d'atteindre les formats nécessaires pour que l'outil de défense soit adapté aux menaces actuelles, telles que le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée, les actes de piraterie sporadiques dans nos eaux territoriales et que sais-je encore. Donc voilà ce qui a été mis en place. Et surtout, le deuxième axe, c'est la révision du maillage du territoire national. C'est-à-dire concrètement? Le programme d'action numéro 1 et 2 a décidé d'avoir un commissariat par arrondissement. Donc l'effort est en train d'être fait et d'ici là, nous allons atteindre les 544 ou 546 arrondissements que compte notre pays. Au niveau des forces armées béninoises, il a été mis en place un dispositif d'unité prépositionnée sous forme d'unités d'appui opérationnel bénéficiant d'une autonomie logistique et qui sont prêtes à intervenir. La plupart de ces unités sont concentrées dans la région septentrionale de notre pays où l'opération Mirador de lutte contre... Ce sont ces unités prépositionnées que nous appelons souvent les bases opérationnelles avancées et les postes avancés fortifiés. Voilà ce qui a été fait en gros sur les deux axes. Grâce au programme d'action du gouvernement au titre de 2016-2021 et au titre du quinquennal 2021-2026. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de façon matérielle qu'est-ce que cela a produit comme effet? Franck, je vais vous écouter également sur ce que vous, en tant qu'observateur, vous notez. Qu'est-ce que cela a produit, tous ces changements? On a cette fusion de la police, de l'ex-police nationale avec l'ex-gendarmerie, n'est-ce pas? On a eu, je dirais, tout un dispositif au niveau des forces de défense et de sécurité. Mais quel est l'effet que cela produit sur... Au niveau de la police républicaine, les usagers aujourd'hui connaissent leurs droits et leurs devoirs. Et la corruption également a été réduite sensiblement. Aucun policier ne peut influencer un usager de la voie. Si vous commettez un acte contraire au code de la route, vous êtes sanctionné avec la dernière rigueur. La libre circulation des personnes et des biens est également garantie à travers les corridors qui sont surveillés pour pouvoir permettre de limiter les dégâts que nous avons l'habitude d'enregistrer, chargement hors gabarit, etc., etc. Au niveau de l'armée, à l'avènement du régime du président Talon, la capacité opérationnelle des forces armées béninoises était d'environ 20%. Grâce à un programme qu'on peut appeler par abus de langage loi de programmation militaire à travers le PAG, nous avons renforcé les capacités des forces armées béninoises par la formation, l'entraînement
et l'équipement, ainsi que l'acquisition de matériel de mobilité terrestre, aérienne et maritime. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir choisi l'armée par vocation et on a le plaisir de remplir cette mission avec abnégation. D'accord. Alors, Franck, comment vous voyez, je dirais, tout cet effort-là? C'est vrai que on a affaire à la grande muette, comme on dit. C'est rare fois qu'on a les hommes en uniforme nous apporter tant de détails. Donc, tout ne communique pas, ça ne communique pas trop de ce côté-là. Mais est-ce que de façon pratique, vous sentez l'effet des questions de sécurité et autres, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de nous développer, qui est une innovation, une façon de voir des choses au niveau de l'État central? Vous sentez ça au niveau de nos populations? Alors, je dois dire, Wahab, qu'au début de cette réforme, il y a eu beaucoup de bruit de bottes, beaucoup de grincements de dents, parce qu'on ne comprenait pas grand-chose. C'est vraiment normal qu'une nouvelle donne qu'on vient introduire dans un secteur qui ne s'y était pas habitué, que cela crée de petits chuchotements. Ça, c'est tout à fait normal, surtout lorsque ça concerne les hommes. Alors, par la suite, on a eu une certaine fluidité de la gestion de la sécurité sur le plan dans nos villes, dans nos campagnes. Lorsque je laisse, disons, l'armée proprement dite, c'est que au niveau des policiers, avant, on avait gendarmerie, on avait policiers. Beaucoup ne comprenaient pas quelles étaient vraiment les prérogatives de la gendarmerie, de la police. Il y avait un peu d'amalgame. Aujourd'hui, nous avons une sécurité, disons, presque uniforme entre griffes. On a rationalisé, vous voyez les mêmes uniformes pour les forces de sécurité à l'intérieur, on n'a plus de gendarmerie et tout. Maintenant, ce que j'observe, c'est que sur cette base-là, vous savez, entre-temps, nous avions la gendarmerie qui intervenait dans les milieux un peu ruraux, ce n'est plus les campagnes et tout. Aujourd'hui, on est en train de faire en sorte que la police républicaine puisse être déployée, et le colonel l'a dit tout à l'heure, nous aurons des commissariats dans tous les arrondissements et c'est en cours. C'est en cours. Donc, je pense que c'est progressif. Mais pour le peu de temps que nous avons fait, je pense qu'il y a l'introduction de la rigueur, réaliser les bons comportements au niveau des forces de défense et de sécurité et au niveau même de la police où les gens avaient des préjugés. Aujourd'hui, comme l'a dit quelqu'un, quand vous êtes même en difficulté, le policier vous voit. Aujourd'hui, il intervient et il vous rend service. Et les populations également se rendent compte que la présence permanente de ces agents de sécurité, en fait, ça vient les rassurer, ça les dissuade de ce que nous faisions par le passé qui n'était pas trop bon pour notre sécurité. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est que cette réforme-là, je voudrais que ça se poursuive parce que nous avons tous un parent, un cousin, une nièce qui est dans la sécurité. Il y a encore des choses à parfaire. La réforme doit pouvoir s'en préoccuper. La réforme doit pouvoir aller plus loin pour corriger tout ce que nous avons aujourd'hui comme difficultés qui font que la machine n'est pas bien huilée. Mais je voudrais féliciter quand même cette synergie d'action entre les forces armées et les forces de sécurité. Ça paye la cohabitation, ça passe surtout sans grande difficulté. Avec le concept développé par la police républicaine, la police communautaire. Je crois que c'est bien ça. Affirmatif, produit le renseignement territorial. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, avant quand les policiers débarquaient dans une rue, c'était la débandade. C'était de la débandade. Aujourd'hui, on les reçoit, on dit... Il y a une certaine proximité. Voilà. Alors, mon colonel, 39 ans, 4 mois, n'est-ce pas, a servi dans les effectifs des forces armées béninoises. Vous aurez, je dirais, ces anecdotes à partager avec nous, surtout en période électorale, puisque nous sommes en période électorale cette fois-ci. Comment les choses se passent? Quels sont, je dirais, ces moments forts que vous relevez, n'est-ce pas, où vous vous sentez sollicité durant ces périodes-là? Durant cette période, les organisations non gouvernementales pour assurer des communications sur la menace terroriste d'une part et également la formation des jeunes alumni. Ça c'est avec les partenaires allemands pour
partager et capitaliser mes expériences que j'ai acquises au sein des forces armées béninoises. Parce que je suis de la branche logistique et j'ai fait également la communication. Donc je suis sollicité de part et d'autre pour capitaliser et partager mes expériences avec les jeunes. Également, j'ai maintenu le contact avec le haut commandement militaire qui pourrait éventuellement me rappeler pour que lorsqu'il y a des études à mener dans des domaines de l'équipement des forces, parce que vous savez, la capacité opérationnelle des forces armées béninoises ou de toute composante dépend de 3 facteurs. Il y a d'abord, premièrement, le taux de réalisation des effectifs et du matériel. Aujourd'hui, elle est au moins à 65%. Nous sommes partis de 20% à 65% grâce au programme d'action du gouvernement 1 et 2. Et deuxièmement, nous avons l'aptitude des différentes unités à mettre en œuvre les matériels avec efficience et leur maintenance. Et enfin, maintenant, il y a la coopération régionale et internationale. Car vous savez, la lutte contre le terrorisme, aucun État-puissance ne peut la mener seul. Nous devons penser à renforcer les relations de bon voisinage. Renseignement avec les services de sécurité, la coordination des initiatives de lutte contre le terrorisme et également renforcer les capacités dans ce domaine asymétrique parce que tout le monde n'est pas au même degré d'information. Donc je suis en mesure... Alors sans vouloir vendre de secrets, quand vous étiez, je dirais, dans les effectifs des forces armées béninoises, en période électorale comme ça, à quel moment vous pensez que les choses deviennent difficiles pour vous? Rien n'est difficile pour nous dès lors que vous avez les formations requises pour remplir les missions. Nous n'envoyons pas ils craignent pratiquement rien. Nous n'envoyons pas n'importe qui en mission. Nous envoyons en mission des gens qui ont reçu la formation requise pour prêter main forte aux forces de sécurité publique. Parce qu'en réalité, la sécurité nationale est une prérogative de la police républicaine. Mais dans le règlement, nous pouvons prêter main forte aux forces de sécurité publique en tant que de besoin, et notamment la police républicaine. Les forces armées béninoises disposent également de la garde nationale. Je viens de le rappeler, c'est une force militaire d'intervention rapide qui a des prédispositions de formation en matière de sécurité intérieure pour appuyer ou donc, un déplacement chez nous ne s'improvise pas, il se prépare. Nous savons quand aller, où aller et quel mode de déplacement nous allons utiliser. Alors, de votre expérience et tout, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a tous les moyens qu'il faut, ou en tout cas, on a fait l'effort qu'il faut pour permettre à nos concitoyens de dormir sur leurs 2 oreilles? Très bien. Je ne voudrais pas jeter des fleurs au gouvernement qui est en train de finir ses 2 mandats, mais je peux vous dire que j'étais le directeur du matériel des armées de 2016 à 2022 avant de prendre le poste de conseiller technique à la logistique et à la communication du ministre de la Défense. Il faut féliciter le gouvernement sortant parce qu'ils vont porter le taux de réalisation des matériels à un niveau qui nous a déjà étonnés. On est parti de 20% à au moins 65%. Aujourd'hui, quand on assigne une mission à un chef, on lui donne les moyens nécessaires et il a l'obligation de remplir la mission avec efficacité. Ça fait plaisir. Autrefois, les moyens étaient limités, pour ne pas dire n'existaient pas pour autant à la hauteur qu'il fallait. Donc, je demande à mes frères d'armes qui sont encore en activité de faire un bon usage des matériels de mobilité terrestre, aérien, équipement dont le gouvernement nous a dotés pour pouvoir garantir la libre circulation des personnes et des biens et défendre l'intégrité du territoire, y compris l'espace frontalier et les façades maritimes. D'accord. Ça vous suscite un commentaire, Franck Arouna? Absolument. Vous savez, prenez la voie Parakou-Cotonou. Vous allez constater que par le passé, on enregistrait beaucoup de braquages en journée comme dans la nuit, où nos compatriotes étaient ébranlés, nos compatriotes étaient même inquiets d'emprunter la route. Aujourd'hui, beaucoup préfèrent voyager même la nuit parce que le tronçon est sécurisé. Vous allez, vous voyez des postes de contrôle, vous voyez, n'est-ce pas, des patrouilles qui sont sur la voie de façon permanente. Et comme vous l'avez dit, on peut remarquer de pick-up que bien solide, bien en forme, le matériel roulant qui a été rénové au niveau même de la police, puisque c'est ça que nous voyons d'habitude. L'armée n'intervient que peut-être lorsqu'il y a des situations particulières, on ne voit pas trop. Mais lors du 1er août, par exemple, on vous voit défiler tout au moins et on sait que telle chose a été faite, telle chose a été a augmenté par rapport à l'existant. Donc je voudrais dire que
c'est bien visible aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, une force armée, enfin les forces armées, lorsque vous les interpellez, elles sont toujours prêtes, parce qu'un soldat qui n'est pas moralement prêt, c'est un soldat qui a déjà échoué sur le champ de bataille, un soldat ou une force de sécurité qui n'est pas prête moralement. Ça veut dire qu'on ne peut pas attendre grand-chose de cet agent de sécurité. C'est vraiment important de le relever. Et j'espère que nous allons poursuivre cela. Force de l'ordre et puis population, soit, même si on ne l'atteint pas sous nos cieux, qu'on puisse quand même nous rapprocher de ce qui se passe dans les pays où on a encore beaucoup plus de moyens que le Bénin. D'accord. Alors, mon colonel, qu'est-ce que vous avez à dire comme votre mot de conclusion? Bon, j'ai 2 messages à lancer. Je voudrais profiter de l'occasion pour adresser aux familles des agents des forces de défense et de sécurité qui sont décédés en mission commandée, notamment dans le cadre de l'opération de lutte contre le terrorisme au nord du Bénin, et inviter aussi les populations civiles locales à faire confiance aux forces de défense et de sécurité. Ils peuvent dormir tranquillement. L'armée, en combinaison ou en synergie d'action avec la police républicaine, veille. Et je vous remercie pour cette invitation. Et je suis prêt à revenir à tout moment que vous voulez. C'est nous qui vous remercions, colonel Didier Aranvoyedo. Vraiment, merci pour cette disponibilité. Vous êtes, comme je l'ai annoncé, ancien conseiller technique à la logistique du ministre de la Défense, ancien porte-parole également des forces armées béninoises. Vous avez servi 39 ans, 4 mois, n'est-ce pas, au sein des effectifs des forces armées béninoises. Vraiment, merci pour ce travail républicain. À venir partager les notions de sécurité avec nous. Franck Arounou, merci également. Il y a, n'est-ce pas, ce rendez-vous électoral qui se poursuit. C'est 9 heures de vote, si tout va bien, n'est-ce pas. On va découvrir à présent les visages des duos en compétition pour ce 12 avril. On rappelle, on a le candidat du parti Foscori pour un Bénin émergent qui incarne une nouvelle façon de gérer, je dirais, les affaires publiques. Et de l'autre côté, le candidat Romia Douadayi, porté par les partis de la mouvance présidentielle qui prône la continuité. C'est Candide Rouetor de la rédaction de Canal 3 Bénin qui nous propose le visage des 2 candidats en lice. C'est le moment des élections. C'est la course à la présidence. Votez pour moi. Le duo de la mouvance présidentielle est porté par Romia Douadayi, ministre d'État, ministre de l'économie et des opérations. Diplômé de la Harvard Business School aux États-Unis et de l'Université de Grenoble en France, il était associé au sein du prestigieux cabinet d'audit Deloitte avant d'entrer au gouvernement. Nommé ministre de l'économie et des finances en avril 2016 par Patrice Talon, il est élevé au rang de ministre environ 10 années au sein de l'actuel gouvernement. Il est désigné en août 2025 comme le dauphin officiel du président sortant Patrice Talon. Pour le scrutin du 12 avril, il forme un duo avec sa colistière Mariam Tchabi Talata, femme politique béninoise, professeure de philosophie et cadre de l'administration béninoise. Actuelle vice-présidente de la République, elle est élue en 2021 aux côtés du président Patrice Talon, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste créé par la révision de la Constitution de 2019. Enseignante de carrière, elle a été
CNPA et secrétaire général de la plateforme des acteurs des médias PADEM. Votez pour moi, ne votez que pour Vicky. Oh yes. Viens à la rescousse pour une stabilité sociale, rêve de paix pour tous. Jeunesse vaillante, fer de lance, symbole de l'espérance. Dans la chaleur des mouvements, fais preuve de ton prix. Encourage par la rébellion, ne prends pas les armes, accomplis tes non à la violence. Ce qui nous unit est plus fort, oublions toutes les querelles. Faire du Bénin une terre bénie, un meilleur havre de paix. N'encourage pas la rébellion, ne prends pas les armes, accomplis tes devoirs civiques, non à la violence. Ce qui nous unit est plus fort, oublions toutes les querelles. Faire du Bénin une terre bénie, un meilleur havre de paix. Journée électorale, émission spéciale pour la rédaction de Canal 3 Bénin. Merci de nous rester fidèles. Le plateau va se poursuivre avec une pause tout à l'heure, mais on va enchaîner avec le grand format tout à l'heure avec Idrissou Boukari. Canal 3 Bénin, encore une fois, se propose de vous faire vivre et revivre les temps forts de ce scrutin sur l'ensemble du territoire national. Donc, dans le grand format tout à l'heure à 13h, vous aurez les différentes synthèses, n'est-ce pas, de nos reporters sur le terrain, les envoyés spéciaux sur l'ensemble du territoire national, les différents départements, les différentes communes, les différentes zones où le scrutin se déroule. Et pourquoi pas en soirée, la nuit électorale, ce serait à 20h. Ne ratez donc pas le programme. Mesdames, messieurs, ce serait tout pour cette mi-journée. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien.